Depuis des années, Boris Cyrulnik étudie le cours des enfants se fracasser. En travaillant avec les enfants traumatisés, il m'expliquait comment ils se débattaient au quotidien et très souvent c'est eux qui employaient la métaphore du « on m'a jeté dans un torrent ». Et je me débat comme je peux. Quelqu'un qui est poussé dans un torrent par un accident de la vie, il ne peut s'en sortir que s'il apprend à naviguer dans ces torrents. Il ne peut s'en sortir que s'il est habile à mettre la main pour éviter un caillou, passer sous un tronc d'arbre, se laisser tomber dans un trou d'eau. Et s'il arrive à ce moment-là à naviguer quand même, un jour il va arriver à la navigation tranquille. Qui mieux que lui pouvait comprendre ces enfants au destin disloqué? Lui aussi fut malmené dans un de ces torrents. Aujourd'hui, la navigation est tranquille, mais son parcours fut chaotique. Rien en tout cas qui aurait pu laisser croire qu'un jour, il écrirait des livres. J'ai fait beaucoup de métiers. Quand j'étais à l'assistance, j'étais garçon de ferme. Donc je comptais les moutons, mais je ne savais pas compter. Ensuite, j'ai été vendeur sur les marchés forains. Ensuite, au moment du bac, j'ai été laveur de carreaux. J'ai été serveur. J'ai fait des décors de théâtre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai été maître nageur, diplômé, mais sauveteur, diplômé. J'ai sûrement fait d'autres métiers. J'ai aussi été neurologue et psychiatre. Et aujourd'hui, faut-il le présenter? Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, Le psy qui console les Français. Je pense que c'est la première fois qu'un psy fait la une comme ça d'un magazine. Ce monsieur a fait la une de l'Express la semaine dernière. Oh oui, quelle force. Bonjour Boris. Bonjour. Il a travaillé pendant plus de 30 ans dans les services de psychiatrie, à l'ombre des hôpitaux du sud de la France. Aujourd'hui, il ne pratique plus. Il concourt parfois pour des prix littéraires. Il participe à des colloques et des groupes de recherche partout dans le monde. Ce sont ses livres qui l'ont amené dans la lumière. Des best-sellers pour la plupart. Des livres au fil desquels il a décliné un seul mot. Un mot magique qui entrait en résonance avec ses propres secrets tout en parlant à des milliers de personnes. La résilience. La définition de la résilience la plus simple que je puisse donner, c'est comment reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. On reçoit un trauma, on est hébété, on est mort psychiquement, et comment faire pour revenir à la vie et quelles sont les conditions de retour à la vie. C'est la définition la plus simple qui puisse exister. La condition humaine a soif d'espoir, alors la résilience fait recette. Aujourd'hui, Boris Cyrulnik vient en parler dans un colloque au Pérou, à Lima. Ici et dans toute l'Amérique du Sud, ses livres sont au programme des cours universitaires, il dirige des thèses, il initie des travaux de recherche. L'université de Lima lui attribue donc le titre de docteur honoris causa. En s'insurgeant contre le fatalisme, ses travaux sur la résilience ont inversé le cours de la psychiatrie. Les enfants des rues, de Lima et d'ailleurs, où les enfants malmenés par le destin existent toujours. Ce qui a changé grâce aux théories de la résilience, c'est le regard porté sur eux.
Aujourd'hui, les professionnels de l'enfance ont compris que l'espoir reste possible et qu'on pouvait utiliser l'énergie interne que ces enfants gardent tout au fond d'eux pour les aider à sortir du torrent. Boris Cyrulnik a fait partie des précurseurs de ce mouvement. Je ne suis pas le premier à avoir parlé de résilience. En 1982, la métaphore a été proposée par Amy Werner, qui est une professeure de psychologie de Miami. Et c'est elle qui a travaillé à Hawaï. Elle a eu 700 enfants à suivre, sans famille, enfants des rues, violences physiques, sexuelles. Et elle en a retrouvé 30 ans après, elle en a retrouvé 200. 72% étaient fracassés, ce qu'on peut comprendre. Mais l'étonnement est venu des 28% qui avaient appris à lire et à écrire sans école, qui avaient appris un métier, qui avaient fondé une famille et qui, au cours des tests, se révélaient tout à fait équilibrés. Alors, je ne suis pas le père du concept. Moi, j'avais travaillé cette idée, cette notion, bien avant Amy Werner, dès les années 78-80, mais je n'avais pas nommé ça résilience. Mais en France, je crois que j'ai été parmi les tout premiers à travailler ce concept et à le rendre populaire. Le livre qui a popularisé le concept de résilience, c'est Un merveilleux malheur. J'ai lu ce livre qui s'appelle Un merveilleux malheur. Un livre qui bouscule énormément d'idées reçues et qui vraiment, je pense, doit être lu par tout le monde. Votre titre peut prêter peut-être à malentendu. Enfin, c'est vrai, un merveilleux malheur, donc c'est un oxymore, hein, c'est une contradiction dans les termes. C'est ça. Après un malheur, on est contraint à la poésie, on est contraint à la métamorphose. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais être comme avant. Un enfant ou un adulte blessé se trouve au centre d'une constellation. Si au centre de cette constellation, une étoile s'éteint, le soleil de mon père qui disparaît, l'étoile de ma mère qui a organisé ma vie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, enfant blessé, j'ai été blessé. Le coup dans le réel, je l'ai reçu. Oui, vous aussi, d'ailleurs. Quand vous dites vous, c'est à la fois... Oui, j'espère être ambigu. Ouais. J'aimerais être ambigu. Ouais. Il n'aime pas en parler, par peur de la pitié, ou bien parce que c'est une blessure qui ne s'est pas refermer. Ses parents étaient juifs. « 1940, les Allemands entrent dans Bordeaux, où le jeune couple russo-polonais a émigré. Aaron Cyrulnik, un ébéniste, s'engage dans la Légion étrangère. Blessé, il est soigné à l'hôpital Saint-André. Esther Nadia reste seule avec leur fils unique. Boris a 2 ans. Les arrestations de juifs vont crescendo. Pour protéger son fils, sa mère, inquiète, l'emmène un matin. Elle le place en pension. Le lendemain même, elle est arrêtée. Le 18 juillet 1942, elle est déportée vers Auschwitz. En 1943, Aaron Cyrulnik, toujours hospitalisé, est déporté à son tour. Le petit Boris a alors 6 ans. Dans quelques décennies, psychiatre, il s'insurgera contre la fatalité au nom de tous les enfants du monde et qui sait, au nom aussi peut-être de l'enfant qu'il fut. Quand il y a une blessure dans l'enfance, ça reste dans la personnalité. Ça ne veut pas dire du tout que le reste de la vie est terminé. On peut vivre après une blessure. On est contraint de garder ça dans sa mémoire, mais on peut aménager le reste de sa personnalité et devenir humain quand même. Donc les gens qui disent à 3 ans tout est joué, à 6 ans tout est foutu, nous mentent, c'est pas vrai. Alors la seule certitude pour devenir non résilient, c'est que personne ne s'occupe de l'enfant blessé. Alors ça, je peux vous assurer que ces enfants, je peux vous dire ce qu'ils vont devenir. On a vu à la télévision des reportages sur les petits Roumains, des pseudo-autismes. Un enfant dont on ne s'occupe pas donne ça. Il est sain, biologiquement, neurologiquement, il tombe malade d'une société folle. Et ça donne de graves troubles comme ce pseudo-autisme.
Au fond des regards qui interrogent, chercher une preuve, à tout prix, avec rage parfois. Une preuve qui viendrait étayer l'intuition qu'il avait depuis le temps de son enfance, celle que rien n'est jamais foutu. S'allier avec d'autres, Marcel Ruffo en l'occurrence, le célèbre pédopsychiatre marseillais, pour chercher, comprendre, décrypter. Cette preuve, Boris Cyrulnik l'a trouvée en Roumanie. Quand j'étais en Roumanie après la chute du mur, à Bucarest, on avait des enfants pseudo-autistes placés dans des salles de 60 lits avec une femme qui passait de temps en temps. Donc pas de mots, une gamelle par jour, c'était la situation expérimentale d'isolement sensoriel. Mais ça n'a rien à voir avec l'autisme. C'est un pseudo-autisme. On est d'accord. C'est un tableau comme s'il était autiste, mais en fait il se protège par une non-communication parce qu'on ne communique pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Okay. Il n'y a pas d'autre. Et on a demandé des scanners et la plupart avaient des atrophies fronto-limbiques. C'est-à-dire frontaux, la fonte ici, et limbique, c'est-à-dire toute cette zone-là commençait à fondre. On est bien d'accord que le sombre, c'est du vide. Voilà, le sombre, c'est le vide. Quand les scanners ont montré que là, il y avait un creux, alors que normalement, il fallait du cerveau, on nous a dit, mais voilà, ces enfants ont été abandonnés parce qu'ils avaient une atrophie, une maladie cérébrale, une encéphalopathie, c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés. Et nous, on a dit, mais pas du tout. Ils ont une atrophie cérébrale parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été placés en isolement sensoriel. Et on a eu l'occasion de suivre quelques enfants roumains adoptés à Toulon. Et là, vous les rescannez, vous refaites un examen, et alors ? Et le scanner, il y a du cerveau partout. Non seulement les activités autocentrées ont disparu, les enfants parlent, ils apprennent... C'est-à-dire que l'adoption, l'accueil des adoptants, le travail relationnel, le contact, ce que tu disais tout à l'heure, le regard, la stimulation, les chansons, les caresses, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, hop, voilà. Transforme le cerveau. C'est le contraire de ce qu'on apprenait il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'il fallait enfermer les gens, les isoler, donc c'était le plus sûr moyen de faire fondre leur cerveau. Donc en te parlant, je diminue mes capacités d'atrophie, on est d'accord. Oui, puis tu améliores les miennes. Merci Marcel. Merci. En me parlant, tu m'étonnes, tu m'enchantes et je vais avoir un cerveau comme ça. C'est bien, c'est bien. On va mieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Du soin, de l'amour, ont permis de faire revenir les orphelins roumains à une vie digne de ce nom. La preuve biologique de la résilience est là. Mais le psychiatre a voulu chercher davantage, aller plus loin. Pour ce matin, ce sera ce faubourg extrêmement pauvre de Lima. Boris Cyrulnik aujourd'hui ne consulte plus et n'a plus de patients, car il a choisi de se battre différemment. Il va sur le terrain. Dans ce quartier très défavorisé, les enfants du village n'ont chez eux ni table, ni chaise, ni électricité parfois pour faire leurs devoirs, dessiner, jouer, bref, être un enfant. Alors une association a créé une ludothèque. Ce type de structure est issu des travaux sur la résilience. Le combat de Boris Cyrulnik est d'insuffler leur mise en place, ici ou ailleurs, partout où des enfants sont dans des situations à risque. Comme dans tous les pays, il a fallu faire admettre aux politiciens que ces enfants pouvaient reprendre un développement. Maintenant, même en France, en Colombie, même partout en Roumanie, en Russie aujourd'hui, dans tous les pays, beaucoup de politiciens ne croient pas que ces enfants peuvent reprendre un développement. Alors que nous, on démontre que dès qu'on entoure un peu ces enfants, ils reprennent un développement, parfois très bien, parfois moins bien. Mais en tout cas, ils ne sont pas piégés, prisonniers du malheur. Et pour vaincre le malheur, pouvoir exprimer ses angoisses est essentiel, avec des dessins notamment. C'est le village, ça. Il n'y a pas de maison, mais l'arbre, il n'est pas très vert, là. Ils dessinent souvent des paysages tristes parce qu'il n'y a rien pour eux dehors.
là, il rêverait d'une plage, de la plage. Dice que es la playa, Avec la mer con el mar, et le soleil. el sol. Et là, c'est... Ah ben voilà la maison. Donc c'est la maison de rêve et un arbre de rêve. Mais quand les rêves ne sont pas réalisables, comment parler de merveilleux malheurs? On ne peut pas encore parler de merveilleux malheurs. À ce stade, le malheur, il est malheureux. Et le malheur ne pourra devenir merveilleux que si quelques-uns parmi eux apprennent un métier et repensent à leur enfance ici. Et à ce moment-là, probablement, ils reviendront ici pour aider les autres enfants. Cette ludothèque fortifie le temps de l'enfance et prépare l'avenir. Les petits dessinent ici ce qu'ils écriront peut-être adultes. Avec des mots ou des formes, peu importe, c'est pareil. Un psychiatre français ou un écolier péruvien tente de gommer la blessure du passé. Moi, j'écris pas par hasard, et le désir d'écrire, c'était vraiment le désir de reprendre possession de ma blessure. J'ai été déchiré par un événement que je ne comprenais pas. Je redeviens maître de mon monde. C'est dur quand on a 6 ans d'être condamné à mort, raconte Bernard. Une nuit, j'ai donc été arrêté. C'est la lumière qui m'a réveillé. Lumière brutale, ça veut dire quelque chose. Il y avait dans ma chambre à peu près 6 hommes, je crois. Je n'avais pas peur tant j'étais étonné. La chambre était petite et les hommes civils m'ont surpris bien plus que les soldats. Ils portaient des lunettes noires en pleine nuit. Ils pointaient sur moi un revolver. Les soldats allemands, en retrait, avaient gardé leur fusil sur l'épaule, raconte Bernard. C'est qui Bernard? C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup. J'ai pas eu quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas eu le courage de dire je. J'ai pas eu la force de dire je. Parce que quand j'étais enfant et que j'ai raconté cette histoire, les gens riaient. Donc j'ai cessé de la raconter, j'ai pensé que c'était une histoire anormale, ce qui est une histoire anormale. Histoire folle d'un traumatisme si violent qu'il fallait bien un Bernard pour aider Boris à en parler. Ses parents ont été déportés, l'enfant continue de les attendre. La pension où sa mère l'avait laissé a fini par le placer à l'assistance publique. Une institutrice, Marguerite Farge, vient l'y chercher et l'emmène. Elle cache le jeune Boris chez elle. Jusqu'à ce qu'une nuit, la folie des hommes frappe de nouveau à sa porte. C'était il y a 65 ans. Alors cette nuit-là, j'habitais donc chez les Farges, donc j'avais un lit, et autour du lit, j'étais frappé parce qu'il y avait des officiers, des policiers français en civil avec des lunettes noires, des chapeaux et des revolvers. Et je trouvais absurde de mettre des lunettes noires la nuit. Dans le couloir, il y avait des soldats allemands en armes qui étaient très gênés puisqu'ils regardaient au plafond, ils regardaient en l'air. Peut-être, j'espère, parce qu'ils avaient un peu honte d'arrêter un enfant de 6 ans et demi. L'enfant est embarqué. Je me rappelle bien, la rue était barrée, et puis plus loin, il y avait des camions avec des gens. Et moi, on m'avait demandé de rentrer dans une traction avant. Et dans cette traction avant, j'étais très étonné parce qu'il y avait un homme qui pleurait. J'étais fasciné par sa glotte. Il avait une grosse glotte, et quand il pleurait, la glotte montait. Je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai pas le souvenir d'angoisse, j'ai pas le souvenir de peur, j'ai le souvenir d'avoir pensé que les adultes étaient vraiment absurdes. Et
tant d'armées, tant d'hommes, tant de camions pour arrêter un enfant, je trouvais ça absurde. L'enfant est emmené pour une destination que seuls les adultes connaissent. Qui aurait pu croire alors que sur ce chemin de nuit noire naissait une vocation? J'ai toujours voulu devenir psychiatre parce que j'ai cru quand j'étais enfant que si je devenais psychiatre, je pourrais tout comprendre et comprendre particulièrement ce qui m'était arrivé, donc ce qui était arrivé à Bernard ou aux enfants qui, comme moi, donc je pensais que la psychiatrie pourrait me faire comprendre ça. Et après avoir beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup écouté, beaucoup réfléchi, je cherche à comprendre, mais c'est pas dans la psychiatrie qu'on trouve l'explication du génocide. Les tueurs, les génocidaires sont des gens anormalement normaux, c'est-à-dire soumis à une doxa, soumis à une récitation et amoureux du chef religieux, intellectuel, politique qui ordonne la mise à mort des enfants. Donc j'ai fait fausse route en devenant psychiatre pour comprendre ça. Je n'ai pas fait fausse route en devenant psychiatre pour comprendre des tas de choses passionnantes de la condition humaine, mais pas ça. Le reste de l'info organique, ça ne donne pas vu. C'est parce qu'ils ont... C'est eux qui Elles sont tout maigres, Aujourd'hui, où est passé Bernard? Que reste-t-il de l'enfant caché, traqué par la folie des hommes? Il n'est pas si loin, sans doute. Bernard ou Boris, dissimulés toujours quelque part, entre pudeur extrême et pirouette d'humour. Pas facile de cerner les enfants cachés sous le voile apparent des eaux tranquilles. Mais pour l'heure, qu'importe, balade en mer avec l'ami Ruffo. On s'est connus enfants, on s'est connus tout petits. Mais t'avais quel âge? 24 ans, 22 ans? 23 ans. Ouais. On s'est connus, on était internes, c'était à Marseille. Non, mais on se connaît depuis longtemps en partageant, disons, la passion de la psy, ça on peut dire oui, mais aussi des passions plus de vie, le rugby et la voile. La voile et la mer, et donc ça fait déjà trois gros points communs. La passion du rugby, à cause de l'esprit d'équipe cher à Boris Cyrulnik. Mais le ballon ovale présente aussi d'autres avantages. J'aime bien le rugby parce que c'est 1h30 de jeu, 3 heures de restaurant et une semaine de vantardise. Donc ça remplit la vie, ça. Et oui, merci. Ce ballon ovale, c'est très important dans la vie de Boris Cyrulnik. Hein. C'est très important. Ouais. Importante aussi, la passion de la mer. Sur la mer, on est son propre capitaine. Et c'est sans doute cela le plus important. Je suis certainement le plus mauvais marin de Méditerranée. Et je crois que j'ai pas raté beaucoup d'âneries. Je les ai toutes faites. Même celles qu'on ne peut pas inventer, je les ai inventées. Il a même inventé l'hôpital sur l'eau. Dans les années 70, interner les fous semblait la seule alternative, mais lui part en mer avec des schizophrènes, se rebellant contre l'enfermement systématique des patients et la surmédication. On nous disait choisissez la pharmacie ou le divan. Et non, il faut les deux. Il faut l'interaction, toucher, palper, parler, et puis réfléchir aussi. Je trouve que il avait en soi déjà une originalité qui devait le pousser vers la psy. Je trouve qu'il était condamné. Je savais que ça se terminerait comme ça aussi. Psy à perpétuité. À perpétuité aussi, la Méditerranée. Pour elle, il a préféré les hôpitaux de Digne, Toulon, à une carrière parisienne.
Inversement, il a fait venir jusqu'ici des chercheurs parisiens pour réfléchir notamment sur les rapports du fœtus et de sa mère. Ça, c'est l'île Les Ambiers. C'était le point de départ des interactions précoces autour de la naissance, avant la naissance, après la naissance. Et cette aventure est partie pour nous. Elle est partie de là où on avait réuni des chercheurs, des praticiens et des poètes. Parce que très souvent, c'est dans la poésie qu'on trouve les hypothèses les plus folles. Fin des années 70, le fœtus est à peine considéré comme un être à part entière. Il fallait donc être au moins un poète pour écouter ce langage secret qui le relie à sa mère. En 1983, Boris Cyrulnik et d'autres médecins toulonnais réunissent donc aux Ambiers des scientifiques qui pressentent eux aussi que les premières interactions mère-enfant sont bien plus riches qu'on l'imaginait jusqu'alors. On a fait quelque chose qui était vraiment très très intéressant aux Ambiers. Où, honnêtement, c'était bien en avance sur certaines. Tu te souviens peut-être que tu vas en parler, c'est toi qui l'avais organisé. Moi, j'avais travaillé sur par exemple le premier sein, le premier biberon en néonatologie avec un petit film qui à l'époque était le premier sourire d'un enfant prématuré. Enfin, des histoires bien banales maintenant, mais qui à l'époque étaient sans doute un petit peu innovantes. Ah, totalement. Je me rappelle effectivement, les 3/4 de la salle avaient été enthousiasmés. Il y avait une ambiance très agréable parce que c'était vraiment nouveau. Et on avait été un peu agressé quand même par un ou deux psychanalystes. Donc ça a été le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui les interactions précoces. Mais l'autre jour, j'ai rencontré un philosophe qui m'a dit « Mais vous enfoncez les portes ouvertes ». Alors je lui dis « les portes, c'est nous qui les avons ouvertes ». L'étude des interactions précoces entre la mère et l'enfant, le décryptage de ce langage universel mis en place bien avant l'acquisition de la parole, allait ramener Boris Cyrulnik vers la résilience. Car la trame de cette relation magique tissée pendant la première enfance porte en elle les nœuds d'un secret qui le concerne lui aussi. Quelle a été, vous, en revenant à vous, Boris Cyrulnik, votre arme pour vous en sortir ? Je pense que c'est le tricot. Ah oui, alors c'est un mot que vous employez beaucoup, le tricot, oui. D'ailleurs, vous employez à l'intérieur même du ventre de la mère, l'enfant tricote. Les premières mailles se tricotent dans l'utérus, c'est-à-dire que notre culture qui a fait naître les enfants le jour de leur naissance, c'est pas vrai. Hein, l'histoire des enfants, le façonnement de la personnalité des enfants commence à se tricoter dans l'utérus. Et on se tricote toute sa vie. Pour surmonter les épreuves, il faut déjà pouvoir affronter le match. Or, une mère en fin de grossesse et lors des premiers mois de la vie de son enfant tisse avec ce dernier une relation qui peut façonner sa combativité future. Angoissée ou sereine, heureuse ou malheureuse, la mère communique ses propres émotions à l'enfant. Des émotions qui vont colorer sa façon à lui d'être relié au monde, attachement sécure ou anxieux selon le vécu de sa mère. Quand les premiers mois de la vie ont tricoté et imprégné dans l'esprit de l'enfant un attachement sécure, il a 10-12 mois, il ne parle pas, et pourtant il a déjà acquis une confiance en lui qui fait que lors des inévitables chagrins de l'existence, ou même parfois des inévitables malheurs de l'existence, il va souffrir, mais il va garder dans sa mémoire « je souffre, mais il est possible de s'en sortir ». Donc le premier nœud, le premier facteur de résilience est imprégné dans sa mémoire, et quand en cas de malheur, il se battra mieux qu'un autre. J'ai la sensation d'avoir été bien tricoté quand j'étais enfant parce que j'ai une mémoire précoce, même j'ai des souvenirs d'images avant la parole. J'ai beaucoup de souvenirs avec ma mère. J'ai des souvenirs d'avant-guerre.
avec ma mère m'accompagnant à l'école, avec ma mère me demandant de rapporter au magasin la petite poupée que je venais de voler. J'ai des souvenirs. Quand mon père s'est engagé dans la Légion étrangère, elle était seule avec un enfant, sans travail, probablement sans ressources. Donc elle vendait les objets sur les quais de Bordeaux, elle vendait les objets un par un. Donc j'ai des souvenirs de ma mère. Et après, au moment où ma mère s'est éteinte, j'ai plus de souvenirs. J'ai un trou de plusieurs années. Et mes souvenirs ont repris quand, autour de moi, il y a eu des relations affectives, émotionnelles, pour probablement remettre un peu de vie en moi. Donc j'ai l'impression d'avoir été pas mal tricoté, mais je pense quand même qu'il y a des déchirures qui ne sont pas tout à fait effacées. Des déchirures, palpables dans certaines défaillances de sa mémoire, ou bien dans la difficulté qu'il eut à revenir avec nous sur les traces de son enfance. La synagogue de Bordeaux. C'est là qu'il fut emmené après avoir été arrêté en pleine nuit chez l'institutrice qui l'avait recueilli. Alors je ne me rappelle pas du tout l'arrivée, mais je me rappelle l'intérieur. Alors si, je me rappelle l'arrivée. Si, parce que il y avait au milieu, il y avait un officier allemand, comme dans les mauvais films, les jambes écartées avec une badine, 2 tables, et l'officier allemand orienté vers une table ou vers l'autre, et les adultes commentaient, disaient cette table condamne à mort, mais non, il faut dire qu'on est malade, on sera soigné, surtout pas, il faut dire qu'on est en bonne santé, on sera simplement envoyé dans un camp de travail. Donc je me rappelle l'arrivée. Là, il y avait des soldats en armes, il y avait un brouhaha, et puis beaucoup de gens, des centaines de gens entassés, couchés par terre, et de temps en temps la porte s'ouvrait, et des dizaines d'autres gens arrivaient, la porte se refermait, elle s'ouvrait, des dizaines d'autres gens arrivaient. Je me rappelle très bien, les enfants étaient groupés autour d'une couverture, autour de boîtes de lait Nestlé, qui ont été utilisées pour faire croire qu'il y avait une démarche humanitaire, alors qu'en fait, ils servaient à grouper les enfants pour pouvoir les enfermer plus facilement dans un wagon à la gare Saint-Jean et les assassiner. Donc, alors je ne sais pas si j'avais compris ça, mais en tout cas, je sais que je ne voulais pas appartenir à ce petit groupe. Et je m'étais réfugié sur un fauteuil où je m'étais installé à l'opposé. Et parce qu'il n'est pas regroupé avec les autres enfants, ni accompagné d'un adulte, il passe inaperçu dans la foule. Il écoute, il observe, se renseigne, repère les toilettes. Et il pressent qu'il faut s'enfuir. Dans mon souvenir, il y avait des boxes avec des portes étroites, et derrière la porte, il y avait des aides en planche qui consolident la porte. Donc j'ai grimpé le long du Z et je me suis coincé sous le plafond en appuyant les pieds sur une paroi et le dos sur le mur, parce que les boxes étaient étroits. Et quand les soldats ou la Gestapo venaient, ils ouvraient la porte, et aucun n'a pensé à lever la tête, et j'étais coincé en l'air. Si bien que j'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit, et quand c'est redevenu silencieux, je me suis laissé tomber, et je suis sorti tranquillement. Il n'y a presque plus personne. Tous les raflets ont été emportés. Il se faufile entre les quelques Allemands qui restent. Et puis, je suis arrivé devant cette porte ouverte, et jusqu'à là, mes souvenirs sont
précis, au détail près, à l'image près, au son près. Je me rappelle le ray de lumière qui rentrait dans la synagogue. Et le long du trottoir, il y avait une ambulance. Une infirmière lui fait signe, il court et plonge dans l'ambulance. D'autres hommes et femmes de bonne volonté se relaieront ensuite pour le cacher. Puis ce sera l'assistance publique où, sous un nom d'emprunt, Jean Laborde, il sera garçon de ferme. Précipités comme lui dans les guerres ou les chaos de toutes sortes, les enfants ayant pu amorcer un processus de résilience ont tous un point commun que Boris Cyrulnik a identifié dans ses travaux. Ils ont su dire non. Consolidés par un attachement sécure avec leur mère, ils ont eu suffisamment confiance en eux pour dénoncer une violence, fuir une synagogue, s'opposer à ce qui pouvait les détruire. Ce tempérament affirmé est un des facteurs de résilience décrits par le psychiatre. « 1944. De Gaulle à Bordeaux, c'est la libération. Jean Laborde redevient Boris. Il peut quitter l'assistance publique et les travaux de ferme. Il a compris que ses parents ne reviendront plus. Il monte à Paris. Car une tante, Dora, l'a retrouvé. Avec elle, il se reconstruit. Il retourne à l'école. Elle sera pour lui ce qu'il appellera plus tard les tuteurs de résilience. Ces hommes ou ces femmes, grâce auxquels il est possible de remonter le cours violent des torrents, d'obliger le malheur et son fracas à faire marche arrière. Le tuteur de résilience, c'est un ami, un frère, une sœur, un inconnu qui vous prend la main, un professeur qui croit en vous, toute personne qui vous aide à reprendre le tricot, et tant pis si des mailles ont sauté. Le tout est de pouvoir à nouveau ficher son regard dans celui d'un autre, car sans l'autre, pour qui vivre? Et puis croire en ses rêves redevient possible grâce à toutes les Doras du monde. Le rêve de Boris, c'était les études. Quand je disais que je voulais faire des études, beaucoup de gens éclataient de rire, me disaient mais non, tais-toi, arrête un peu, raconte pas d'histoire. Tu ne pourras pas faire d'études. Avec ce qui t'est arrivé, tu n'as pas de famille. Comment veux-tu faire des études? Tu seras garçon de ferme. Donc, en plus de ça, je ne touchais pas de bourse parce que mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc mes dossiers de demande de bourse n'étaient incomplets. Donc il fallait travailler. Petit boulot, maître nageur ou laveur de carreaux, entre les cours, à la Pitié-Salpêtrière. Ce qui compte, c'est croire en ses rêves, même les plus fous. Devenir médecin quand on était garçon de ferme. Aller de l'avant, grâce à ses rêves, sans se retourner sur le passé, fait partie du processus de résilience. Continuer de croire qu'un jour, on volera de ses propres ailes, même quand on n'a eu que des sacs poubelles pour s'entraîner au cerf-volant. C'est ainsi que les bords de Méditerranée accueillirent, après ses études de médecine à Paris, l'homme qui parlait au goéland. Quand on apprend leur langue, ils répondent très bien. Là, ils sont en train de venir voir ce qu'on fait. Ça, c'est le cri d'alarme. Ça, c'est le cri d'alarme. Ça veut dire il y a des intrus qui s'approchent un peu trop près. Rentrer la tête, sortir les ailes, baisser la tête, pousser un cri aigu, relever la tête, écarter les ailes. Tout ça, ça fait un code. Ça en fait 30 signaux sonores, plus une vingtaine de postures. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça.
Donc c'est un langage, mais c'est pas la parole. En apprenant à parler le goéland, Boris Cyrulnik a aiguisé une autre passion, celle de l'éthologie, l'observation du comportement animal. J'ai découvert l'éthologie animale bien avant d'avoir une formation scientifique. J'avais le pressentiment qu'il y avait un programme commun du monde vivant, quelque chose d'universel à partager entre les animaux et nous. Peut-être que cette émotion, ce désir de comprendre le monde animal vient de mon enfance où j'ai eu des années de grande solitude, même de désert affectif et de désert sensoriel. Et les seules relations humaines que j'avais à cette époque-là, c'était avec les animaux. Je passais des journées entières à observer les combats de fourmis. Donc je voyais les fourmis ailées qui tournaient, qui volaient les œufs, d'autres fourmis qui les protégeaient. Ces fourmis qui avaient des mouvements tournants, qui sauvaient les œufs, qui attaquaient. Pour moi, c'était vraiment Hollywood avant. Et c'était passionnant. Donc peut-être c'est là que j'ai été rendu sensible à leur monde et que j'ai eu envie de faire leur vraie connaissance. Et c'est probablement le point de départ psychanalytique de mon intérêt pour les animaux. Lorsqu'il est étudiant, Boris Cyrulnik découvre avec enthousiasme que l'éthologie animale peut être complémentaire à la psychiatrie. Que les animaux peuvent permettre de mieux comprendre les hommes. C'est une expérience de Harry Harlow qui l'oriente sur ce chemin de traverse. Le primatologue américain observe le comportement d'un jeune singe doté d'une fausse mère en peluche, donc tendre et douce, et d'une fausse mère en ferraille, sèche, mais auprès de laquelle il obtient de la nourriture. Or, sous l'effet d'un stress, le singe va se réfugier non pas auprès de la mère qui distribue la nourriture, mais auprès de celle qui donne de la tendresse. Cette constatation semble donc contredire Freud, qui affirmait que l'alimentation fonde l'amour. L'expérience le passionne. Il s'investit définitivement dans l'éthologie et en choque plus d'un dans le milieu scientifique. Fait inhabituel, voici un psychiatre qui collabore avec des vétérinaires. Le docteur Beata filme ses consultations vétérinaires et décode régulièrement celles-ci avec Boris Cyrulnik. Là, en fait, c'est un chien qui fait des gros dégâts quand il est laissé seul, qui vocalise beaucoup, qui fait des destructions dans l'appartement, et les propriétaires sont à un point où peut-être ils ne vont pas pouvoir le garder. Et là, je viens de demander aux propriétaires de sortir, et le chien est en train de les attendre. Et ce que je trouve incroyable sur ce chien, c'est la façon dont il se décompose au fur et à mesure. Oui. Ah, il respire le la queue maintenant, la queue est vraiment passée, le fouet est descendu entre les pattes, les oreilles sont en arrière, le regard l'immobilité, il n'explore pas. Voilà. Et là, on le voit s'approcher des deux chaises où étaient assis les propriétaires juste avant que je les fasse sortir. C'est ça. Comme nos enfants, quand ils prennent le mouchoir, le doudou, pour se sécuriser avec l'odeur de la mère ou de la figure d'attachement. Il exprime vraiment très vite, en quelques secondes, ça c'est souvent frappant sur ces chiens qui ont un attachement anxieux, il exprime de la détresse dès la séparation avec l'objet d'attachement. On voit bien que ce n'est pas la solitude qui lui pèse, puisqu'il n'est pas seul, je suis là. Voilà. Hein, c'est le fait que son objet d'attachement, au sens strict, est disparu. Parce qu'il ne sait pas se construire une base de sécurité. Mais il y a la même chose avec nos enfants, c'est-à-dire que nos enfants hyper attachés, on interprète cet hyper-attachement, oh mon Dieu, comme il aime sa maman, en fait il est tout le temps dans ses jupes, et il ne veut pas la quitter. Et quand un événement de la vie accidentel ou normal provoque la séparation, l'enfant ne sait pas résoudre cette séparation. L'éthologie animale permet donc de faire parfois certains parallèles et d'enrichir la pratique de la psychiatrie. Quand j'ai commencé mes études de psychiatrie, on m'apprenait un catalogue de pronostics. On me disait, cette maladie-là, 92% d'échecs, cette maladie-là, on doit la guérir, et on appelait ça des maladies. Or, le fait de travailler avec des éthologues, avec des vétérinaires, ils m'ont montré, par exemple, comment un chien en carence affective avait des troubles sphinctériens, avait des troubles du développement, et que c'était réparable en agissant sur l'alentour. Donc c'était une méthode de soins totalement différente. Et quand j'ai été thérapeute, j'attachais de l'importance à l'histoire des gens, bien sûr,
et à leur monde intime, comme la psychanalyse nous l'a appris, mais j'attachais aussi beaucoup d'importance à agir sur l'alentour, avec des explications, avec des actions, comme on apprend à le faire en éthologie. Cette passion de l'éthologie, alliée à la pratique psychiatrique, fera l'objet de son premier livre et lui vaudra le tout début de sa médiatisation. Nous sommes en 1983 sur le plateau de Michel Polac. Je vais demander à Boris Cyrulnik, puisque nous parlons là de santé mentale des Français. Boris Cyrulnik, vous êtes psychiatre et vous venez de publier un livre qui vient de sortir aux éditions Hachette, Mémoire de singe, paroles d'homme, avec une très belle couverture de Roland Topor. Et ce livre, vous pouvez voir que j'ai mis plein de petites fiches dessus, parce que vraiment, j'ai tout lu. Vous avez vu, j'ai tout marqué. Il y a des pages entières qui sont annotées, parce que c'est un des livres, pour moi, les plus importants sur l'éthologie que j'ai lu depuis longtemps. Il y a là-dedans pratiquement un résumé d'au moins 40 ou 50 livres, toutes sortes de types d'animaux qui ont été étudiés par les éthologues, une science qui n'est pas encore très connue en France. Donc la poule nous pose la question, y a-t-il des empreintes chez l'humain? Alors à cette question fondamentale posée par les poules, des éthologues japonais, des étholinguistes japonais... Plus de 20 ans ont passé. Il a navigué entre animaux et humains, entre psychiatrie et écriture. Une douzaine de livres plus tard, arrive en 2008 la consécration littéraire. En ce qui concerne le prix Renaudot, le prix Essai a été décerné à Boris Cyrulnik pour son essai « L'autobiographie d'un épouvantail ». Il brouille les pistes, jamais vraiment là où on l'attend, comme par exemple à la commission Attali pour la libération de la croissance. Entre économistes, banquiers et industriels, le psychiatre viendra expliquer que les métiers de la petite enfance sont essentiels, car un enfant bien entouré sera un adulte apte à partir à la conquête sociale et donc à jouer son rôle dans une société compétitive. Très médiatisé depuis ses débuts, il continue d'être sur tous les plateaux, se prête poliment au jeu, accepte d'intervenir sur tous les sujets. Le pouce, c'est le tranquillisant naturel. Alors si on a un stress, on attrape le seul objet familier, on le suce et on éprouve un sentiment d'apaisement supérieur au temesta. L'orgasme commence au premier regard. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on regarde une femme, on sait, on sent que quelque chose est possible et le plaisir commence. Et vous montrez aussi que les singes mentent. Vous racontez une histoire fabuleuse. C'est les femelles qui sont les meilleures menteuses. Oui. C'est-à-dire que si le régime de banane est à droite, si elles se précipitent vers le régime de banane, elles vont se faire battre à la course, elles vont se faire mordre. Alors ce qu'elles font, si le régime de banane est à droite, elles poussent des cris vers la gauche, les mâles qui sont plus rapides se précipitent vers la gauche et les femelles vont prendre le régime de banane à droite. Vous êtes un petit peu l'antispécialiste par définition, vous, hein? Ah oui, c'est une surspécialité que d'être antispécialiste, parce que les spécialistes sont issus du 19e siècle, à l'époque où on prétendait tout savoir sur une spécialité de plus en plus pointue. Si bien que si on continue comme ça, on finira par tout savoir sur rien. Merci beaucoup. Le fait d'intervenir sur des sujets qui apparemment sont différents m'ont provoqué beaucoup de critiques. Et pourtant, dans mon cheminement, c'est le même chemin, c'est le même sentier de chèvre. On travaille avec des vétérinaires, avec des éthologues animaux qui nous apprennent des choses, les psychanalystes nous apprennent d'autres choses, les neurobiologistes nous apprennent d'autres choses. Et pour certains appellent ça un fourre-tout théorique. Mais ceux qui appellent ça fourre-tout, c'est ceux qui ont une pensée paresseuse. Parce que quand on est praticien, on a besoin de savoir un peu tout ça pour comprendre, pour pratiquer. Parce qu'il est amoureux de la multidisciplinarité, son parcours marginal agace parfois. Probablement, cette tendance marginale vient de mon histoire. C'est-à-dire que très tôt, quand j'ai réussi à m'évader de la synagogue, après l'évasion, je repensais que j'avais pu m'évader parce que je savais grimper. Et surtout, j'avais pu m'évader parce que je ne m'étais pas laissé entraîner sur l'autoroute. C'est parce que j'étais resté à côté de la couverture et des boîtes de lait Nestlé que j'avais pu ensuite m'évader. Si je m'étais soumis
à la loi des adultes, je serais resté près de la couverture et des boîtes de lait Nestlé, et probablement je serais mort avec les autres enfants. Donc j'y ai repensé souvent après la guerre, et même au moment des choix de l'adolescence, et probablement j'avais inconsciemment, pas très consciemment, accepté l'idée qu'il fallait se méfier de la doxa, et qu'on pouvait se faire un petit chemin de chèvre tout à fait agréable et sympathique. À tous ses enfants, au destin fracassé, il a voulu apporter ce que son destin lui a appris, s'acharner à trouver son propre chemin. À plus de 70 ans, s'autoriser peut-être à s'arrêter sur son passé. Mais un instant seulement. Sinon, continuer de regarder droit devant. Et découvrir un jour, au fond des torrents, que le sel des larmes peut parfois se transformer en pépite de vie.